Paris, au crépuscule du XIXe siècle, est une ville tiraillée entre la fin d'une époque romantique et l'aube d'une modernité foudroyante. Dans un hangar mal isolé de la rue Lomont, glacial en hiver et étouffant en été, deux esprits brillants s'acharnent sur des tonnes de pêche blande. Nous sommes en 1898. Marie et Pierre Curie viennent d'isoler une substance dont les propriétés défient l'entendement de la physique classique. C'est le radium. Dans l'obscurité de leur laboratoire de fortune, les tubes à essai émettent une lueur bleutée, une luminescence fantomatique que Marie Curie décrira plus tard dans ses carnets comme de petites lumières féeriques. Pour la France, c'est une fierté nationale absolue, un triomphe de la rationalité cartésienne et de l'acharnement scientifique. Mais ce que les Curie perçoivent comme une énigme fascinante de la nature, la société de la Belle Époque va très vite le transformer en une chimère miraculeuse. C'est ici que s'ouvre l'une des pages les plus fascinantes et les plus sombres de notre histoire médicale et culturelle. Une période qui s'étendra sur près de 3 décennies, que les archives désignent implicitement comme l'ère de la santé radioactive. Pour comprendre l'engouement irrationnel qui va s'emparer de la France et du monde, il faut se plonger dans la psyché de ce début de XXe siècle. La révolution industrielle a apporté la machine, la vapeur, l'électricité, mais elle a aussi apporté la pollution, la tuberculose et de nouvelles formes d'épuisement nerveux que les médecins de l'époque nomment neurasthénie. La découverte des microbes par Pasteur a révolutionné la médecine, mais a laissé la population dans la terreur de l'ennemi invisible. Et voilà qu'apparaît le radium. Contrairement au charbon ou au gaz, il n'a pas besoin d'être brûlé pour produire de l'énergie. Il semble inépuisable, autonome, contenant en lui-même une source de chaleur et de lumière qui défie les lois de la thermodynamique alors connues. Dans l'imaginaire collectif, nourri par les articles vulgarisateurs de la presse parisienne, le radium n'est pas simplement un nouvel élément du tableau de Mendeleïev. Il est la quintessence de la force vitale, l'énergie solaire capturée sous forme matérielle. Si cette substance peut émettre de l'énergie sans s'épuiser, la logique populaire, rapidement récupérée par des esprits mercantiles, postule qu'elle doit pouvoir transférer cette énergie vitale aux corps humains. Les archives de l'Institut national de la propriété industrielle témoignent d'une véritable frénésie. Dès les années 1910, le mot radium devient un argument de vente incontournable, un synonyme de modernité, de pureté et de santé. La transition entre le laboratoire rigoureux des Curie et les étals des apothicaires se fait avec une rapidité déconcertante. Le milieu médical lui-même est le premier artisan de cette banalisation. La radiothérapie naissante montre des résultats spectaculaires dans la réduction de certaines tumeurs cutanées. Les médecins de l'Académie de médecine de Paris, observant que de fortes doses de radiation détruisent les tissus malades, en déduisent, selon le principe de l'hormèse très en vogue à l'époque, que de microdoses doivent logiquement stimuler les tissus sains. C'est la naissance de la curiethérapie douce, une pratique qui va s'infiltrer dans le quotidien des Français avec une insidieuse bienveillance. Examinez les pages jaunies des quotidiens comme Le Figaro ou Le Matin dans les années qui précèdent et suivent immédiatement la Première Guerre mondiale. Les publicités ne promettent pas de simples remèdes. Elles vendent la résurrection cellulaire. On y trouve des annonces pour des fontaines au radium, des dispositifs en céramique tapissés de minerais d'uranium que les bourgeois parisiens placent sur leur buffet. Le soir, on y verse de l'eau ordinaire et le matin, on boit une eau prétendument chargée d'émanations radioactives, de radon, censée guérir l'arthrite, la goutte, l'hypertension et la fatigue chronique. Ces appareils, vendus sous des noms comme le Revigator ou le Radiateur, sont certifiés par des laboratoires d'analyse souvent complaisants. L'eau radioactive devient le champagne de la santé. La France, avec sa riche tradition de thermalisme, va intégrer cette nouvelle donne scientifique avec une ferveur inégalée. Les villes d'eau, véritables institutions de la bourgeoisie et de l'aristocratie, se livrent à une concurrence acharnée. Vichy, Plombières-les-Bains, Évian
commande des études géologiques coûteuses. Les physiciens sont dépêchés dans les montagnes pour mesurer la radioactivité des sources à l'aide d'électromètres. Une source qui affiche un taux élevé d'émanation de radon voit sa cote grimper en flèche. Les brochures thermales conservées dans les archives départementales ne vantent plus seulement la richesse en magnésium ou en soufre de leurs eaux, mais célèbrent leur radioactivité salvatrice. On construit des émanatoriums, des salles de repos capitonnées où les curistes s'assoient pour inhaler profondément des gaz radioactifs, persuadés que chaque atome qui se désintègre dans leurs poumons leur apporte un supplément de jeunesse. Mais l'industrie cosmétique et pharmaceutique française va pousser cette logique encore plus loin, touchant l'intimité même des foyers. Le cas le plus emblématique, méticuleusement documenté par les historiens de la pharmacie, est sans doute celui de la gamme Thoradia. Lancée en 1932 à Paris, cette ligne de produits de beauté est le fruit de l'association entre un pharmacien, Alexis Moussali, et un médecin qui ne prêtera que son nom, le docteur Alfred Curie. Ce médecin n'a aucun lien de parenté avec Pierre ou Marie Curie, mais l'homonymie est une aubaine marketing exceptionnelle, frôlant l'escroquerie légale. Les affiches publicitaires de Thoradia, dessinées par l'illustrateur Tony Burnand, montrent le visage d'une femme illuminée par le bas par une source de lumière incandescente, suggérant l'éclat mystique du radium. La promesse est claire. La crème promet de raffermir les tissus, de supprimer les rides et d'activer la circulation sanguine. La composition, fièrement affichée et déposée légalement, indique la présence de chlorure de thorium et de bromure de radium. Les bourgeoises s'appliquent quotidiennement sur le visage une pommade qui bombarde leur épiderme de particules alpha. Et le succès est phénoménal. La gamme s'étend aux poudres, au rouge à lèvres, au dentifrice. L'idée de se brosser les dents avec un abrasif radioactif pour en garantir la blancheur absolue ne suscite alors aucune inquiétude, bien au contraire, elle est perçue comme l'apogée de l'hygiène moderne. L'aveuglement est tel que la radioactivité s'invite dans tous les aspects de la vie quotidienne. Des documents d'archives dévoilent l'existence de laine au radium, spécialement conçue pour tricoter les brassières des nourrissons. Les fabricants soutiennent que la douce émanation de la laine radioactive maintient une chaleur corporelle idéale et protège l'enfant des maladies infantiles. Il existe du chocolat au radium, vendu en pharmacie comme un tonifiant pour les convalescents. On trouve des suppositoires radioactifs, des pommades pour soulager les rhumatismes, du sable radioactif à ajouter dans le bain des enfants, et même des engrais agricoles dopés à la pêche blend, promettant aux agriculteurs des récoltes gigantesques. Chaque application est soutenue par des argumentaires aux apparences scientifiques, rédigés par des hommes en blouse blanche qui manipulent des concepts de physique naissante pour justifier des pratiques d'apprentis sorciers. Comment expliquer une telle cécité collective? Les registres de l'Académie des sciences et les correspondances des médecins de l'époque nous éclairent sur ce biais cognitif profond. La radioactivité est invisible, inodore, insipide. Ses effets néfastes ne sont pas immédiats. Si vous buvez de l'acide ou touchez du feu, la douleur est instantanée. Le lien de cause à effet est incontestable. L'intoxication au radium, elle, prend son temps. Elle s'infiltre dans les os, remplaçant le calcium par mimétisme chimique et détruit l'organisme de l'intérieur, à feu doux, sur des années, voire des décennies. Les premiers cas de maladie parmi les manipulateurs de radium sont souvent diagnostiqués à tort comme des cas de syphilis, de tuberculose ou de simples anémies liées au surmenage. La foi en la science, érigée en nouvelle religion d'un siècle en quête de repères, interdit de penser que le miracle puisse être un poison. Pourtant, le vernis de cette utopie radioactive va commencer à se craqueler lentement. Les signaux d'alarme ne viendront pas initialement de France, mais d'outre-Atlantique, bien que les ondes de choc frapperont de plein fouet la communauté scientifique parisienne. Dans les années 1920, l'affaire des Radium Girls fait la une de la presse internationale. De jeunes ouvrières américaines, chargées de peindre les cadrans des montres avec une peinture luminescente à base de radium, tombent gravement malades. Pour affiner la pointe de leur pinceau, elles les sucent délicatement entre leurs lèvres,
ingérant quotidiennement d'infimes quantités de poison. Leurs mâchoires se nécrosent, leurs os se fracturent spontanément, leurs dents tombent. Les rapports médicaux traversent l'océan et atterrissent sur les bureaux de l'Institut du radium à Paris. Marie Curie elle-même, bien que sceptique au départ quant à la culpabilité exclusive du radium dans ses maux industriels, commence à imposer des règles de sécurité plus strictes dans ses propres laboratoires. Les carnets de laboratoire de l'Institut du radium de cette époque, conservés précieusement, sont le témoignage poignant d'une prise de conscience laborieuse. On y note les absences répétées de certains chercheurs, les lésions cutanées qui ne guérissent pas au bout de leurs doigts, qu'ils appellent les brûlures du radium. Marie Curie elle-même souffre en silence. Sa vue baisse inexorablement à cause d'une double cataracte. Ses mains, qui ont manipulé tant de tubes de sel radioactif, sont craquelées, dures, perpétuellement douloureuses. La correspondance privée de la double lauréate du prix Nobel révèle une fatigue abyssale, des bourdonnements d'oreilles, une anémie persistante. Elle se retire souvent à la campagne ou dans des sanatoriums pour tenter de retrouver des forces, attribuant son épuisement à son travail acharné et au deuil jamais véritablement surmonté de son mari Pierre, écrasé par une voiture à cheval en 1906. Jusqu'au bout, elle peinera à accuser ouvertement l'élément qu'elle a offert au monde, cette substance qu'elle considérait presque comme son propre enfant. Le coup de grâce porté à l'ère de la santé radioactive surviendra au début des années 1930 avec un retentissement qui obligera les autorités médicales du monde entier, y compris en France, à légiférer. L'élément déclencheur est la mort spectaculaire et médiatisée d'Eben Byers en 1932. Ce riche industriel américain, mondain et golfeur accompli, consommait jusqu'à 3 bouteilles de Raditor par jour, un breuvage prétendument guérisseur composé d'eau distillée, de radium et de mésothorium. Son agonie fut terrifiante, son crâne se perforant de lésions, sa mâchoire inférieure devant être entièrement retirée à cause de la nécrose. La description clinique de sa fin, relayée par le Wall Street Journal sous le titre implacable « L'eau au radium a très bien fonctionné jusqu'à ce que sa mâchoire se détache », sème l'effroi. En France, cet électrochoc médiatique force enfin les instances de santé publique à regarder la réalité en face. À partir de 1932, les archives réglementaires françaises témoignent d'un virage à 180 degrés. Le ministère de la Santé commence discrètement à restreindre l'utilisation des éléments radioactifs. Les certificats de complaisance accordés aux eaux thermales sont révisés. La législation se durcit, reléguant peu à peu la manipulation du radium au seul domaine de la médecine hospitalière et de la recherche stricte, sous haute surveillance. Les crèmes Thoradia et autres poudres miraculeuses ne disparaissent pas immédiatement des vitrines des pharmacies parisiennes, le poids économique et les habitudes étant lourds à modifier. Cependant, les fabricants sont contraints, sans en faire la publicité, de retirer purement et simplement les substances radioactives de leur formule. La crème Thoradia continuera d'être vendue jusque dans les années 1960, conservant son nom évocateur, mais ne contenant plus la moindre trace de radium, preuve s'il en est que le concept marketing survivait au principe actif délétère. Le destin de la pionnière scelle de manière tragique la fin de cette époque aveugle. Le 4 juillet 1934, au sanatorium de Sanselmoz en Haute-Savoie, Marie Curie s'éteint à l'âge de 66 ans. Le diagnostic établi par le professeur Tobé est sans appel. Il fait état d'une anémie pernicieuse aplasique à marche rapide. La moelle osseuse de la scientifique, détruite par des décennies d'exposition au rayonnement, n'était plus capable de produire de globules rouges. L'histoire retient cette ironie déchirante. La mère du radium a été dévorée par sa propre création. Ses carnets de notes, ses vêtements, ses meubles de la rue Lomonde, tout est aujourd'hui encore hautement radioactif, scellé dans des boîtes en plomb à la Bibliothèque nationale de France, intouchable sans équipement de protection. Il témoigne de la demi-vie vertigineuse de l'isotope 226, fixé à 1600 ans, une éternité à l'échelle humaine.
En refermant les dossiers de cette époque, en parcourant ces milliers d'affiches publicitaires joyeuses et ces ordonnances médicales naïves, le regard de l'historien dépasse le simple jugement anachronique. Il serait facile, avec notre savoir contemporain sur l'ADN et les radiations ionisantes, de railler la crédulité des médecins de la Belle Époque et la futilité des bourgeoises s'enduisant le visage de poisons lumineux. Mais l'ère de la santé radioactive nous confronte à une vérité philosophique intemporelle sur la condition humaine et notre rapport au progrès. Elle illustre avec une clarté poignante le mythe prométhéen dans toute sa complexité moderne. L'humanité cherche perpétuellement le feu sacré, la panacée, l'élixir qui vaincra la fatigue, la vieillesse et la mort. Lorsqu'une découverte repousse les frontières du réel, comme le fit la radioactivité en prouvant que la matière n'était pas inerte, mais grouillante d'une énergie colossale, notre premier instinct n'est pas la prudence, mais l'appropriation absolue. Nous voulons consommer le miracle. L'histoire du radium dans la vie quotidienne des Français n'est pas seulement l'histoire d'une erreur toxicologique monumentale. C'est le reflet de l'hubris technologique de notre espèce, de cette foi inébranlable qui postule que tout ce qui est nouveau et puissant est nécessairement bon pour nous. Aujourd'hui, alors que d'autres révolutions technologiques invisibles, de l'intelligence artificielle aux nanomatériaux, s'immiscent dans l'intimité de nos vies avec des promesses d'amélioration infinie, le spectre lumineux des crèmes au radium devrait rester dans nos mémoires. Il nous rappelle que la frontière entre le remède miracle et le poison inexorable est parfois aussi fine que la compréhension que nous avons des forces que nous osons déchaîner. L'engouement s'est éteint, mais dans le silence des archives, les fantômes de l'ère radioactive continuent de rayonner, nous invitant à regarder nos propres certitudes avec une humble méfiance.